Nouvelle vidéo sur les fonctions, on va parler maintenant de limite d'une fonction. Allez, commençons tout de suite avec les définitions. Alors, première définition et notation. Donc, on prend f, une fonction définie au moins sur un intervalle du type a plus l'infini. Alors, quand je dis du type a plus l'infini, ou quand je dis au moins sur un intervalle du type a plus l'infini, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, pour mon a, je peux avoir moins l'infini, hein, donc je pourrais avoir une fonction qui est définie sur tout R. Je pourrais aussi avoir une fonction qui est définie sur un intervalle réunion, un autre intervalle du type a plus l'infini, ça marchera aussi. Tout ce que je veux ici, c'est que ma fonction, elle soit définie, hein, pour des x suffisamment grands et qui vont vers l'infini, hein, qui ne s'arrêtent pas. Donc, ici, ce qui va m'intéresser, bah, c'est justement ce qui va se passer en plus l'infini, hein, le comportement dit asymptotique. Alors, première définition, on va dire que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est plus l'infini quand la définition nous dit si, pour tout réel a, il existe un x0, un réel x0, tel que pour tout x plus grand que ce x0, eh bien f de x va être strictement plus grand que a. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez n'importe quel réel, eh bien il existe des f de x qui sont plus grands que ce réel-là. Peu importe lequel vous prenez, hein, j'en ai toujours des plus grands. Autre définition, je vais définir la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien c'est moins l'infini. Cette fois, si pour tout a réel, il existe un x0, tel que pour tout x plus grand que x0, eh bien f de x, cette fois, est strictement plus petit que a. Donc vous prenez n'importe quel réel, eh bien vous allez avoir des f de x qui sont plus petits. Et puis, le dernier cas qui va nous intéresser, en tout cas lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien c'est lorsque la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est un nombre L fini. Donc pas plus l'infini, pas moins l'infini, hein, mais un nombre L, ça peut être 3, ça peut être 10, ça peut être 1 million, mais c'est un nombre fini. Quand est-ce qu'on a donc cette limite qui vaut L? Si, quand on prend n'importe quel intervalle ouvert I qui contient L, bien évidemment, eh bien il existe un x0 à partir duquel eh bien, les f de x sont tous dans l'intervalle I. Alors, si je fais un petit schéma, bon, j'aurais pu déjà les faire, hein, pour la limite qui est plus l'infini ou la limite qui est moins l'infini. Allez, faisons un petit schéma quand même. Donc, je tends vers plus l'infini, peu importe comment. Vous voyez bien que peu importe la valeur, hein, que je vais prendre de x, je vais avoir des f de x, hein, qui sont plus grands. Bon, en moins l'infini, hein, on va avoir quelque chose comme ça, et puis on descend toujours plus bas. Bon, quand je veux prendre ma limite, qui est finie L, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, admettons, j'ai L qui est ici, hop. Eh bien, ce qu'on est en train de dire, c'est que on peut prendre un intervalle I. Allez, on va dire que mon intervalle I, ça me fait ce petit tube-là. Eh bien, peu importe, hein, à quel point mon intervalle I il est petit, il est resserré autour de mon L, je sais qu'il y a un x à partir duquel tous les f de x vont être compris dans ce petit tube. C'est ça que ça veut dire. C'est juste pour vous représenter les choses, hein, bien évidemment. Donc avant, il peut se passer n'importe quoi, mais en tout cas, à partir d'un certain x, eh bien, mes f de x sont tous dans mon petit tube. Remarquez d'ailleurs que on pourrait, au lieu de dire bah, je prends un petit tube, dire bah, je ne m'écarte pas, hein, de plus de epsilon dans un sens ou dans l'autre.
de mon L. Et donc je peux réécrire cette définition en disant que pour tout epsilon positif, eh bien, il existe un x0 à partir duquel les f de x sont dans L moins epsilon et L plus epsilon, hein, mais c'est vraiment une réécriture de l'intervalle I en prenant un truc bien centré hein, sur L. Très bien, allez, voyons 3 petits exemples. Alors, quand je dis voyons 3 petits exemples, je vais vous faire sentir les choses. Hein. Je ne vais pas faire une vraie démonstration comme il faut. Les définitions qui sont ici, on ne va pas les appliquer. Hein. On va sentir un certain nombre de choses. On va surtout apprendre des limites usuelles sur les fonctions usuelles. Et puis, on verra un tout petit peu après comment est-ce qu'on peut en déduire hein, des limites dans des cas plus généraux, notamment lorsqu'on fait hein, des opérations sur les fonctions, des sommes de fonctions, etc. Donc à partir des fonctions usuelles et des opérations, on arrivera à déterminer à peu près toutes les limites, sans avoir besoin à chaque fois de se référer à ces définitions. Alors, premier petit exemple, la limite de x carré lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, on le sent bien, hein, on s'en rend compte, effectivement, x carré, ça va être toujours plus grand, le x tendant vers l'infini, le x carré aussi, mais si on veut, quelque part, on peut appliquer, hein, ou en tout cas vérifier un minimum la définition qu'on a ici. Vous voyez bien que si je prends n'importe quel grand A, eh bien, grand A, ça va être la racine carrée, alors de la valeur absolue, hop, au carré. Alors, ça vaut grand A. Bon, bah, au lieu de prendre la racine de valeur absolue de A, prenez ça plus 1, vous le mettez au carré, bien ça va bien être plus grand que A, hein, forcément. Et donc, vous voyez que pour n'importe quelle valeur de A, tous les x qui sont plus grands que, par exemple, celui-là, eh ben, ils vont être, enfin les f de x hein, vont être plus grands que A. C'est la définition. Bon. Autre exemple, si je prends moins 3x plus 2. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, bon bah, on le voit bien, hein, le moins 3x, il va être toujours plus grand en valeur absolue, mais de l'autre côté. Hein, donc, il va tendre vers moins l'infini. Bon, le plus 2 va pas changer grand-chose. Et puis, allez, un dernier petit exemple. Lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x va tendre vers 0. Bah, oui, à nouveau, on le sent bien. Hein, n'importe quel... plus vous prenez un x qui est grand, et plus le 1 sur x va être petit dans le sens où il va tendre vers 0. Et d'ailleurs, vous prenez n'importe quel x, bah, le x plus 1 il est plus grand, et le 1 sur x plus 1 il va être plus petit que le 1 sur x. Donc effectivement, on arrive à sentir hein, un petit peu les choses. D'ailleurs, pour ce dernier exemple, si vous voulez, on peut faire un petit dessin, alors ça ne prouve rien, hein, mais 1 sur x, bah oui, on va avoir quelque chose qui fait comme ça. Et bah oui, hein, on va avoir le petit tube, hein, aussi petit qu'on veut, avec toutes les valeurs qui sont dedans. Encore une fois, ce ne sont pas des preuves. Hein, c'est juste pour vous faire sentir les choses. Alors, on vient de voir les limites ici lorsque x tend vers plus l'infini. Mais on peut, de façon tout à fait similaire, définir les limites lorsque x tend vers moins l'infini, cette fois. Alors, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on vient de voir. Alors, bien évidemment, on va regarder des fonctions qui sont définies, ce qu'on appelle au voisinage hein, de moins l'infini, donc du côté de moins l'infini. Bon, bah, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Si pour tout a dans
R, eh bien, il existe un x0, tel que pour tout x plus petit que x0, plus petit puisque on veut vers moins l'infini, eh bien, f de x est plus grand que n'importe quelle valeur a. Et puis, on va avoir, similairement, on va avoir la limite qui est moins l'infini si, pour tous les x très petits, f de x, eh bien, ça va être plus petit que n'importe quelle valeur de a. Et puis, on va retrouver l'histoire du tube. Simplement, mon tube, on le regarde en moins l'infini, donc pour des x plus petits qu'une certaine valeur x0. Alors, exemple, du même principe, le x carré, il tend, donc lorsque x tend vers moins l'infini, il tend aussi vers plus l'infini. Alors déjà, on pourrait le faire par symétrie, tout simplement. Et puis sinon, vous prenez le même raisonnement que tout à l'heure, avec des valeurs de plus en plus petites dans le sens on tend vers moins l'infini. Ça a marché exactement pareil. Lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien x3 va tendre vers moins l'infini aussi. Oui, on se rend bien compte, quand on a une valeur grande, je la mets au cube, c'est encore plus grand, et si je mets du négatif, c'est encore plus grand en négatif, c'est-à-dire encore plus petit, et ça tend donc vers moins l'infini. Et puis, si je prends 1 sur x en moins l'infini, c'est le même principe que tout à l'heure, simplement une différence par rapport à tout à l'heure. Donc tout à l'heure, hop, on avait la fonction qui faisait comme ça, là on a, voilà, et donc on est sur des valeurs qui vont être négatives au lieu d'être des valeurs qui sont positives, mais peu importe, la limite, ça reste 0. Une remarque, certaines fonctions n'ont pas de limite en plus l'infini et ou en moins l'infini. Alors d'ailleurs, ça pourrait être que d'un côté, ça peut être des deux côtés, peu importe. Donc, on a vu qu'on peut avoir une limite qui est plus l'infini, une limite qui est moins l'infini, une limite qui est un nombre réel, mais il peut ne pas y avoir de limite. Un exemple tout simple, eh bien, prenons la fonction cosinus. La fonction cosinus n'a pas de limite en plus l'infini. On sait qu'elle oscille. On va avoir des valeurs entre moins 1 et 1 et qui vont se répéter puisqu'elle est périodique. Donc, par exemple, ce qu'on peut dire, c'est que pour n'importe quel entier k, le cosinus de 2k plus 1, le tout fois pi, par périodicité, c'est égal au cosinus de pi, c'est-à-dire c'est égal à moins 1. Et puis, pour n'importe quel k, eh bien, cosinus de 2k plus 2, le tout fois pi, c'est égal au cosinus de 0, qui est égal à 1. Et donc, eh bien, si vous prenez cette valeur-là, de x, vous allez avoir le cosinus qui vaut 1. Oui, mais vous continuez, vous prenez là le 2k plus 3, par exemple, fois pi, eh bien, il est plus grand que celui-là, mais la valeur, ça va être moins 1. Et puis, vous rajoutez pi encore une fois, vous prenez du 2k plus 4 fois pi, eh bien, vous retombez ici, vous revenez sur le 1, et puis après, vous reviendrez sur le moins 1, puis sur le 1, puis... Donc, vous voyez qu'on n'aura pas de limite. On ne va pas tendre vers l'infini. On ne va pas avoir un tube aussi petit qu'on veut. C'est pas possible, parce qu'on va forcément passer par du 1 et du moins 1 de façon très régulière. D'accord? Donc, on a des fonctions qui n'ont pas de limite, en plus l'infini ou en moins l'infini. C'est le cas, c'est pareil, c'est les mêmes possibilités. Bon, alors, tout ça, c'était les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Il y a d'autres cas où on va s'intéresser à des limites. Alors, quand? Eh bien, lorsqu'on est en une valeur finie, mais qu'il se passe un truc un petit peu bizarre pour ma fonction. Alors, quand je dis un truc un petit peu bizarre, eh bien, ma fonction n'est pas définie, et donc,
j'ai un trou, j'ai un truc qui est bizarre, ou bien j'ai deux valeurs. Alors, on n'a jamais deux valeurs, hein, mais par exemple, on a un escalier, on passe d'une valeur à une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? Donc, je vais prendre une fonction f qui est définie sur un intervalle du type, un intervalle ouvert, hein, du type a-ha ou a plus h. Ou éventuellement hein, la réunion des deux. Ou bon. En tout cas, j'ai un entre guillemets problème en a. Alors, on va dire que la limite de f de x lorsque x tend vers a, eh bien, c'est plus l'infini si, pour n'importe quelle valeur grand A réelle, il existe un epsilon positif, tel que pour tout x, alors forcément différent de a, hein, mais en tout cas, tel que donc, x appartient à un intervalle du type a moins epsilon, a plus epsilon, eh bien, pour tous ces x-là, f de x est strictement plus grand que a. Bon, si je fais un petit dessin, hein, histoire de sentir un petit peu les choses, alors je ne sais pas où est le 0, peu importe, on va dire que petit a, c'est ici, eh bien, on va avoir la limite de f de x lorsque x tend vers a, qui est plus l'infini, si on a, par exemple, quelque chose de ce genre-là. Alors, vous voyez qu'effectivement, lorsque je me rapproche toujours plus de a, eh bien, mon f de x, hein, il va toujours plus haut, plus haut, plus haut, il va vers l'infini. Et donc, là, mon intervalle a moins epsilon, a et plus epsilon, ben, en fait, ça me fait une sorte de tube, mais cette fois, une sorte de tube vertical. Hein. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que peu importe la valeur de grand A, donc c'est cette valeur-là, hein, grand A que vous prenez, eh bien, il y a un petit tube hein, dans lequel je vais être à partir de... en me rapprochant suffisamment de A, je vais arriver à avoir un petit tube pour lequel tous les f de x sont plus grands que cette valeur A. Alors, remarquez d'ailleurs que sur mon petit dessin ici, eh bien, j'ai mis des choses à gauche de A, mais j'ai rien mis à droite de A. Et à droite de A, il peut se passer plein de choses. Hein. Je pourrais avoir quelque chose d'assez symétrique, hein, et donc repartir de plus l'infini puis redescendre, ou bien je pourrais, je sais pas moi, je pourrais partir de moins l'infini et remonter, ou je pourrais ne rien avoir du tout, avoir ma fonction qui est définie que jusqu'à A, ou avoir une autre valeur, enfin je pourrais avoir plein de cas différents. Alors, si je prends juste la définition qui est ici, bon bah on n'a pas moyen de savoir, hein, de dire, ah bah tiens, en fait, c'est ce qui se passe à gauche du A ou c'est ce qui se passe à droite du A. Donc, en réalité, la définition qui est ici, elle va fonctionner uniquement si... Alors, si il se passe voilà, la même chose des deux côtés. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait? Et ce sera le cas hein, vraiment, en gros, dans tous les cas. On va séparer ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite. Hein, et préciser éventuellement, ok, j'ai la même chose, mais à gauche, il se passe ceci, à droite, il se passe cela. Alors, on va dire que f admet une limite à gauche de A, et on va noter, alors au niveau notation, donc on garde un limite de f de x lorsque x tend vers A, simplement, alors deux notations qui existent hein, et qui sont équivalentes, soit je précise en plus que x est strictement plus petit que A, hein, si je reviens sur mon dessin, à gauche ici, c'est bien que je prends des valeurs de x plus petites hein, que A. Donc, soit je précise x tend vers A avec x strictement plus petit que A, ou alors j'écris de façon un peu plus synthétique x tend vers A. En exposant, je mets un moins, hein, et donc cet exposant moins dit que c'est pour des valeurs plus petites que. Voilà, donc on va dire qu'on a cette limite à gauche, et bien tout simplement, lorsque f admet une limite quand x tend vers A, avec x strictement plus petit que A.
Et donc, en fait, c'est vraiment le cas qui est ici. Hein, mon cas sur mon dessin, c'est la limite à gauche, donc limite lorsque x tend vers a moins, qui est égale à plus l'infini. Et puis, je vais pouvoir définir la limite à droite, donc cette fois lorsque x est strictement plus grand que a, ou lorsque x tend vers a+, et cette fois, c'est la limite, mais de l'autre côté. Notez que on va... Alors là, je vous ai donné la limite de f de x qui est plus l'infini. La limite, on va avoir de la même façon la limite de f de x lorsque x tend vers a qui est moins l'infini. Bon, je descends toujours plus bas. Par contre, dire la limite de f de x lorsque x tend vers a, c'est un nombre L, ça servira, mais ça servira plutôt lorsque on a une discontinuité. Hein, lorsque je fais mon dessin, hop, je change de valeur. Là, effectivement, on aura l'occasion, le cas, d'avoir des limites finies. Mais à part ça, c'est pas dans des cas où il y a des problèmes, entre guillemets. Alors justement, voyons voir deux exemples pour sentir un petit peu dans quel cas est-ce que ça peut se produire, ces limites en un nombre fini. Alors le premier cas que je vous présente, c'est 1 sur x. 1 sur x en 0, bien évidemment, ce n'est pas défini. Ou plutôt la fonction inverse n'est pas définie en 0, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc, un des grands cas où on va faire des calculs de limites en un nombre fini, ça va être justement lorsque la fonction n'est pas définie en ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de 1 sur x lorsque x tend vers 0? Eh bien, en réalité, il n'y a pas de limite en 0. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, si je refais mon petit dessin, vous voyez bien qu'il se passe des choses différentes lorsqu'on est à gauche et à droite de 0. Tout simplement parce que à gauche, j'ai des valeurs négatives, à droite, j'ai des valeurs positives. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La limite, lorsque x tend vers 0, moins, donc de 1 sur x, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 avec x qui est négatif, de 1 sur x, eh bien, cette limite, c'est quoi? C'est moins l'infini. Hein, c'est moins parce que j'ai des valeurs négatives, et puis l'infini, parce que un truc très très petit, 1 sur, ça fait un truc très très grand. Et à droite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque x tend vers 0+, quelle est la limite de 1 sur x? Alors, c'est pareil que dire x tend vers 0 avec x strictement positive. Eh bien, c'est plus l'infini. Donc, j'ai une limite à gauche qui est moins l'infini, j'ai une limite à droite qui est plus l'infini. Par contre, j'ai pas de limite en 0. Hein, dire j'ai une limite en 0, ça voudrait dire que j'ai la même limite à gauche et la limite à droite. Hein. Donc là, très clairement, c'est pas le cas. Le deuxième cas où, je vous ai dit, on va avoir des limites en un nombre fini, c'est lorsqu'on a une discontinuité, on n'a pas les mêmes valeurs des deux côtés, voire éventuellement en la valeur. Eh bien, par exemple, prenons la fonction f ici, qui est définie par f de x, qui vaut 0 si x est négatif, et 1 si x est positif. Alors, notez que dans cet exemple-là, hop, on va mettre comme ça, donc, j'ai 0 jusqu'à 0, exclu, et puis j'ai 1 à partir de 0, inclus. J'aurais pu aussi avoir, je sais pas moi, f de 0 qui vaut 1,5. Ça aurait été un autre cas encore, mais on aurait eu le même genre de choses. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va avoir la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, bon allez, disons 0 plus, tiens, pour commencer. Donc, qui est la limite de f de x lorsque x tend vers 0 avec x strictement positif?
eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement 1, hein, puisque, bah oui, lorsque j'ai des valeurs positives, f de x vaut 1, tout simplement. Notez d'ailleurs que dans ce cas-là, hein, c'est f de 0, mais ce n'est pas une obligation. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, donc c'est la limite, hein, toujours de x tend vers 0, x négatif de f de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour des valeurs négatives, le f de x, il vaut 0. Et donc, la limite, c'est 0. Donc, à nouveau, j'ai une limite à gauche, une limite à droite, plutôt dans ce sens d'ailleurs, mais du coup, j'ai pas vraiment de limite. Hein, j'ai des valeurs différentes à gauche et à droite. Et encore une fois, je pourrais avoir une limite à gauche, une limite à droite, et aucune des deux qui est égale à f de 0. Hein, ce serait aussi une possibilité. Bon, dernière petite chose avant de passer aux opérations sur les limites. Notation, depuis tout à l'heure, j'écris limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, moins l'infini, a, 0, peu importe, c'est L. Notez que on note aussi parfois f de x tend vers, hein, avec la flèche, on précise sous la flèche où, quand, hein, donc lorsque x tend vers a, et puis la limite. D'accord? Donc c'est deux notations, hein, qui sont équivalentes. Bon, maintenant qu'on voit à peu près ce que sont des limites, je redis, on va apprendre les limites des fonctions usuelles et on va utiliser les opérations sur les fonctions, hein, pour pouvoir obtenir des limites pour beaucoup plus de fonctions. Alors, voyons justement comment ça marche. Alors, première opération sur les fonctions, je peux faire la somme de deux fonctions. Qu'est-ce qui se passe au niveau des limites quand je fais la somme? Alors, attention, hein, là c'est le tableau classique, mais c'est pour retenir. Hein. Alors déjà, je ne vous ai pas précisé ici x tend vers. Hein, alors ça marchera que x tende vers l'infini, tende vers plus l'infini, moins l'infini, tende vers un nombre. Ce sera pareil. Là, il faudrait mettre f de x, hein, g de x, etc. Et puis, vous voyez qu'ici, hein, j'ai des infinis. On n'a pas le droit, hein, de faire une somme d'infinis, par exemple. Hein, ça ne s'écrit pas. On peut le dire dans sa tête, mais on ne l'écrit pas. Donc, bah, c'est assez intuitif. Hein, si je prends... si j'ai deux limites finies, eh bien, la limite de la somme, c'est la somme des limites. Si je fais... Alors attention, tout ce que je vais dire là, c'est... je le dis, je ne l'écris pas parce que ça n'a pas de sens. Donc, plus l'infini, plus un nombre, bah, vous prenez un truc très grand, vous rajoutez un nombre, ça reste très grand. Hein, donc, on va avoir plus l'infini. Pareil dans l'autre sens, hein, vous prenez un très petit vers moins l'infini, vous rajoutez un nombre, ça reste tout petit. Si je prends un truc très grand et que je rajoute un autre truc très grand, et ben ça me redonne un truc très grand. Pareil pour les moins. Et bah, lorsque je prends un truc très grand avec un truc très petit, alors très petit dans le sens moins l'infini, et bah je sais pas. Je sais pas, on peut avoir plein de possibilités. Donc on dit qu'on a une forme indéterminée. Souvent on écrit FI comme ça dans le tableau, pour forme indéterminée. Pourquoi? Bah, si ce machin-là, il est très grand en valeur absolue par rapport à ce truc-là, bon bah, lui, il va gagner et on va aller vers plus l'infini. Mais c'est peut-être lui qui va gagner. Ou peut-être que c'est à peu près équivalent, et que du coup, eh bien, on va obtenir 0, ou un nombre. Hein. Donc on peut avoir tous les cas de figure, et donc on a une forme dite indéterminée. On peut faire le produit de deux fonctions. Alors, pareil, c'est assez intuitif. Donc, si j'ai deux nombres, bon, bah, je fais le produit des deux. Si j'ai un nombre, attention, non nul, ou l'infini, fois un infini. D'accord? Donc, un nombre ou l'infini fois l'infini,
encore une fois, hein, ça se dit, ça ne s'écrit pas, bah ça donne l'infini. Et comment est-ce que je sais si je suis à plus l'infini ou moins l'infini? Bah c'est tout simplement les règles sur les signes. Hein. Donc si j'ai deux trucs positifs, ça me donne un truc positif, deux trucs négatifs, ça me donne un truc positif. Et puis si j'ai pas le même signe, hein, un positif, un négatif, bah, ça me donne un négatif. Tout simplement. Le seul cas où il faut faire attention lorsqu'on a du produit, eh bien c'est lorsque j'en ai un qui tend vers 0 et l'autre qui tend vers l'infini. Bah là, on a à nouveau une forme indéterminée et on ne sait pas. En tout cas, comme ça, on ne peut pas savoir. On peut avoir plus l'infini, on peut avoir 0, on peut avoir un nombre, on peut avoir plein de choses. D'accord? Donc, on fait attention. Hein. Et donc, on a une forme indéterminée, il faudra se débrouiller pour lever l'indéterminé. Et puis, le troisième tableau, hein, c'est les 1 sur G. Alors, bon, si la limite de G, c'est un nombre non nul, ça fait 1 sur le nombre. Si jamais la limite de G, c'est 0, bon, 1 sur 0, ça n'a pas de sens, mais on sait qu'on va tendre vers l'infini. Maintenant, attention, plus l'infini ou moins l'infini, tout dépend du signe de G de x. Hein, si G de x est positif, bah forcément 1 sur G, ça va être positif, et donc on a plus l'infini, et inversement. Et puis, donc, si G tend vers plus ou moins l'infini, bah 1 sur un truc très très grand, ça donne quelque chose très proche de 0. Donc la limite de 1 sur G, eh bien, ça va être 0. Alors, remarque, on va pouvoir préciser 0 plus ou 0 moins, hein, pour dire, ok, ça tend vers 0, la limite c'est 0, mais c'est un 0 positif ou c'est un 0 négatif. C'est pas toujours nécessaire, mais parfois ça peut aider, hein, pour certains calculs, de le préciser. Alors, on a quand même mis un certain nombre de formes indéterminées dans ces tableaux. Alors, bon, en réalité, pas tant que ça, mais il y en a quand même 2, et c'est des cas, hein, qui vont être assez classiques. Alors, attention, hein, je l'ai dit, mais les formes indéterminées, on ne s'arrête jamais là, hein, dans le calcul. L'objectif, c'est d'obtenir une 8. D'accord? Donc, il faut se débrouiller d'une façon ou d'une autre pour lever l'indéterminé. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on a? On peut tout simplement réécrire la fonction autrement, avoir des simplifications, et donc faire en sorte que on ne soit plus dans le cas d'une forme indéterminée. Ou alors, eh bien, on va avoir un certain nombre de résultats, hein, qui vont pouvoir permettre parfois de lever ces indéterminés. Il peut y avoir des chemins détournés, il peut y avoir plein de possibilités. Je reviens 2 secondes quand même sur... allez, on va prendre le produit, là, la forme indéterminée, pour vous faire sentir, hein, qu'effectivement, on peut avoir tous les cas de figure. Prenons des cas très très simples. Si j'ai, par exemple, x fois 1 sur x. Alors, mon x ici, on va prendre en plus l'infini. Bon, la limite de ça, c'est plus l'infini. La limite de ça, c'est 0. J'ai, entre guillemets, 0 fois l'infini, j'ai une forme indéterminée. Sauf que, ici, c'est pas très indéterminé, parce que x fois 1 sur x, c'est tout simplement 1. Donc la limite, ça va être 1. Si j'avais eu x carré fois 1 sur x, pour la même raison, c'est une forme indéterminée, hein, x carré tend vers l'infini, 1 sur x tend vers 0. Oui, mais là, cette fois, ça se simplifie en x, et ça tend vers plus l'infini. Si je prends x fois 1 sur x carré, donc j'ai mon x qui tend vers l'infini, 1 sur x carré qui tend vers 0, c'est une forme indéterminée. Oui, mais ça, c'est du 1 sur x, et donc ça tend vers 0. Donc, vous voyez que sur des exemples très très simples, on est d'accord, on n'est pas dans des cas où on s'embêterait à faire ça. Hein. Mais on voit bien qu'effectivement, dans les 3 cas, on est sur la forme indéterminée, l'infini fois 0, eh bien j'ai trouvé une limite qui était 1, une limite qui était l'infini et une limite qui était 0.
D'accord? Donc encore une fois, sur des cas très très simples. Allez, voyons un exemple. Alors, je veux calculer la limite de cette fonction-là. Limite ici en plus l'infini. Comment est-ce que je fais? Alors, effectivement, je vous ai pas mis dans les tableaux f sur g. Hein, puisque là, vous voyez qu'en fait, je peux dire c'est une fonction divisée par une autre fonction. Oui, mais en fait, f sur g, c'est quoi? C'est simplement f fois 1 sur g. Donc ça veut dire que le 1 sur g, je vais utiliser ce tableau. Et puis f fois 1 sur g, bah, je vais utiliser ce tableau-là. Alors regardons, qu'est-ce qu'on a? Bah, mon numérateur, donc ici mon f, hein, qu'est-ce qu'il a comme limite? Bon, bah j'ai x carré qui va avoir comme limite en plus l'infini, multiplié par 3, ça ne changera pas le signe, donc ça va tendre vers plus l'infini, 4x aussi, donc un truc qui tend vers plus l'infini, plus un truc qui tend vers plus l'infini, hop, ça tend vers plus l'infini, je rajoute un nombre 1, ça ne changera strictement rien. Hein, donc on est là, on a... alors attention, hein, en rédaction, là je suis très très mauvaise, hein, je ne vais pas faire les choses comme il faut, j'ai pas assez de place pour tout rédiger comme il faut, c'est juste pour que vous sentiez. Donc tout ça, ça tend vers plus l'infini, hein, lorsque x tend vers plus l'infini. Mon dénominateur, bah, vous voyez bien que mon dénominateur, hein, ça va être la même idée. X carré va tendre vers plus l'infini, donc 5x carré aussi, 3x aussi, donc tout ça, ça va tendre vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que, si je reviens ici, mon f, il tend vers plus l'infini, mon 1 sur g, alors comme j'ai g qui tend vers plus l'infini, 1 sur g, ça tend vers 0. 0 plus éventuellement, hein, si on veut, on est dans ce cas-là. Bon, bah, entre guillemets, l'infini fois 0, on est ici, forme indéterminée. Zut, on ne peut pas conclure. Bon. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer de réécrire notre fonction un petit peu plus simplement, ou un petit peu différemment en tout cas, pour essayer de simplifier nos calculs et trouver une limite qui existe. Alors, pour ce genre de fonction-là, eh bien, c'est très simple, c'est toujours la même idée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en facteur en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, eh bien, la plus grande puissance de x. Donc ici, je vais mettre x carré en facteur de mon numérateur et de mon dénominateur. Alors, allons-y. Donc là, il n'y a aucun problème, hein, puisque je travaille à l'infini, hein, donc je vais avoir x qui est différent de 0. Donc, si je mets x carré en facteur en haut de ma fraction, j'ai quoi? J'ai 3 plus 4 sur x plus 1 sur x carré. Et puis, je vais mettre en facteur donc x carré au dénominateur. J'ai 5 plus 3 sur x plus 2 sur x carré. Et pourquoi est-ce que ça m'aide à faire mon calcul? Bah, mes x carrés, ils vont simplifier. Encore une fois, hein, j'ai x qui est différent de 0, donc il n'y a pas de souci. Donc il me reste simplement la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 3 plus 4 sur x plus 1 sur x carré, divisé par 5 plus 3 sur x plus 2 sur x carré. Si je prends mon numérateur, maintenant qu'est-ce que j'ai? Alors, 1 sur x carré, ça va tendre vers 0, hein, lorsque x tend vers l'infini, 4 sur x aussi, donc ça fait 0 plus 3, donc ça veut dire que tout mon numérateur ici, il va avoir pour limite, eh bien 3, lorsque x tend vers plus l'infini. Pour mon dénominateur, c'est le même principe, mon 2 sur x carré va tendre vers 0, le 3 sur x aussi, donc tout mon dénominateur ici va avoir pour limite 5 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc maintenant, si je reprends le tout, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je vais avoir donc f qui tend vers 3, g qui tend vers 5, donc 1 sur g qui va tendre vers 1 sur 5. Bon, bah 3 fois 1 sur 5, ça nous fait tout simplement 3 cinquièmes.
Et donc, vous voyez que j'ai obtenu alors une limite qui était finie, et sans aucun problème cette fois. D'accord? Donc, une des possibilités à retenir quand on a des formes indéterminées, c'est simplement de réécrire la fonction un petit peu différemment. Ça ne marchera pas toujours, attention. Hein. Mais, quand même, ça marche un certain nombre de fois. Bon. Propriété, parce que on a encore des opérations qu'on n'a pas vues. On a vu la somme, le produit, le quotient. Il nous reste la composée de deux fonctions. Alors, prenons U et V, deux fonctions, et puis on va faire la composée des deux. Hein. Donc on va prendre F qui est V rond U, avec les domaines de définition à approprier pour que tout fonctionne bien. Prenons trois réels, alpha, bêta, gamma, donc des réels soit finis, soit plus l'infini, soit moins l'infini, hein, peu importe. Eh bien, si je sais que la limite de U de x lorsque x tend vers alpha, c'est bêta, et que je sais que la limite de V de x lorsque x tend vers bêta, hein, vers la limite là, de U de x, eh bien c'est gamma. Dans ce cas-là, la limite de f de x lorsque x tend vers alpha, eh bien c'est gamma, justement. Entre guillemets, hein, on peut se dire, ok, bah, c'est la limite de V de la limite de U de X. Hein, bon. En gros, ça marche comme on voudrait le faire intuitivement. Alors allons-y, un petit exemple. Quelle est la limite de l'exponentielle de 5 moins 3x carré lorsque x tend vers plus l'infini? Eh bien, on voit que... alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le 5 moins 3x carré qui a pour limite, lorsque x tend vers plus l'infini, quoi donc? Eh bien, x carré va tendre vers plus l'infini, moins 3 fois x carré va forcément tendre vers moins l'infini. Je rajoute le nombre 5, ça ne change rien, donc ça a pour limite moins l'infini. Et maintenant, je prends l'exponentielle de ce truc-là. Donc, il faut que je regarde quelle est la limite de l'exponentielle, disons de y, hein, pour changer, mais on pourrait appeler x, lorsque y tend cette fois vers moins l'infini, hein, puisque je prends l'exponentielle du truc que je viens de voir. Bon, bah, l'exponentielle en moins l'infini, sa limite c'est 0. Donc, la limite de exponentielle de 5 moins 3x carré, c'est 0 lorsque x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, encore une fois, c'est très intuitif. Hein, je prends mon x, je regarde, ah tiens, bah, lorsque x tend vers plus l'infini, ce machin-là, ça tend vers moins l'infini, et je prends, entre guillemets, l'exponentielle de ce machin-là. Hein. Bon, allez. Quelques résultats supplémentaires qui vont nous permettre de trouver des limites dans des cas où on n'arrive pas à s'en sortir juste avec ce qu'on a vu jusque-là, mais en comparant avec d'autres fonctions pour lesquelles on arrive à trouver des limites. Alors, le premier résultat que je vais vous donner, c'est le théorème dit de monotonie. Prenons A et B, deux réels, alors qui peuvent être plus ou moins l'infini, hein, il n'y a pas de problème, ça marchera aussi. Et puis on va prendre f, une fonction qui va de AB dans R, qui est monotone. Donc monotone, soit elle est croissante, soit elle est décroissante. Alors justement, prenons le cas où la fonction f, elle est croissante. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, si la fonction f, elle est croissante, et majorée, donc si je fais un petit dessin, j'ai une fonction, hop, elle augmente, elle augmente, elle augmente, mais elle ne peut pas dépasser une certaine valeur. Donc elle augmente toujours, mais elle ne peut pas dépasser cette valeur-là. Bah, vous voyez bien que on va avoir une limite finie en B. Attention, c'est pas forcément le majorant. Si j'ai, je sais pas moi, allez, on va prendre un truc comme ça, hop, j'ai, je sais pas moi, je suis en 1, j'ai ma fonction, hop, qui va faire comme ça, donc admettons ici la limite c'est 1, bah j'aurais pu dire que ma fonction était majorée par 2, c'est vrai, d'accord? Donc si elle est croissante et majorée,
c'est sûr et certain qu'elle va avoir une limite finie. Par contre, on ne sait pas quelle est cette limite. Hein, et c'est pas forcément le majorant. Si elle n'est pas majorée, ça veut dire qu'il n'existe pas de valeur telle que on ne peut pas la dépasser. Bon, bah dans ce cas-là, on va avoir la limite qui est plus l'infini. Forcément. Bon, si elle est croissante et minorée, bah dans ce cas-là, on va avoir une limite en A, hein, de l'autre côté, au début de l'intervalle de définition. Et puis, si elle n'est pas minorée, eh bien, dans ce cas-là, on va avoir la limite en A, hein, qui sera moins l'infini. Tout ça, c'est très intuitif. Hein. Faites des petits dessins, vous verrez. Hein. Il n'y a pas de souci, on se doute que le résultat, c'est bien ça. Bon, on a vu le cas où elle est croissante. Le cas où la fonction elle est décroissante, c'est la même idée. Hein. Si elle est décroissante et minorée, alors elle a une limite finie en B. Elle ne peut pas descendre en dessous d'une certaine valeur, elle est bloquée. Donc forcément, elle va converger, elle va avoir une limite finie. Si f n'est pas, minorée, hein, hop, petite erreur ici, si elle n'est pas minorée, bon bah si elle n'est pas minorée, forcément elle va tendre vers moins l'infini. Et puis, bah forcément, hop, j'ai fait la même erreur, vous échangez les deux, hop. Si f elle est décroissante et majorée, eh bien forcément en A, hein, au début de l'intervalle, on va avoir une limite finie. Et puis, si elle est décroissante mais pas minorée, eh bien en A, on va tendre vers moins l'infini. Encore une fois, c'est très intuitif. Ça ne nous dit pas, je redis, hein, quelle est la limite. Ça dit juste, il existe une limite. Théorème suivant, théorème de comparaison. Là, pour le coup, on va pouvoir vraiment donner des limites. Alors, comme son nom l'indique, eh bien, on va comparer des fonctions. Donc, prenons f et g deux fonctions, telles que, eh bien, f de x est plus petit que g de x, hein, sur un intervalle qui nous intéresse, par exemple sur l'intervalle lambda plus l'infini, hein, si ce qui nous intéresse, c'est en plus l'infini. Ça marchera de façon similaire, hein, si on est ailleurs. Eh bien, qu'est-ce que nous dit ce théorème de comparaison? Si jamais je sais, parce que c'est une fonction simple, hein, que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Eh bien, vous doutez bien que ce machin-là tendant vers plus l'infini et ce truc-là étant plus grand, bah, il n'y a pas le choix, ce truc-là, ça tend vers plus l'infini. Et puis, de façon similaire, si jamais le truc-là, il tend vers moins l'infini, celui-là étant forcément plus petit, bah, il tend aussi vers moins l'infini. C'est pas une démonstration hein, que je viens de vous faire, mais l'idée, elle est là. Hein. D'accord? Il suffirait juste de formaliser ça correctement. Allez, exemple. Alors, premier exemple, je cherche la limite de x sur 2 moins cosinus de x lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, ce machin-là, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, ce que je peux dire, déjà, c'est que pour tout x réel, on sait que cosinus de x, c'est compris entre moins 1 et 1. Toujours. Ok. Mais du coup, si ça c'est compris entre moins 1 et 1, moins cosinus x, alors c'est aussi compris entre moins 1 et 1, dans ce sens-là. Et donc, 2 moins cosinus x, eh bien c'est plus grand que 1 et plus petit que 3. Et donc, 1 sur 2 moins cosinus de x, eh bien, c'est plus petit que 1 et plus grand que 1 tiers. Alors, maintenant que j'ai dit ça, eh bien, x
sur 2 moins cosinus x, qui m'intéresse là. Comme je suis en train de regarder ce qui se passe en plus l'infini, j'ai x qui est positif. Donc, ça veut dire que x sur 2 moins cosinus x, eh bien, c'est plus petit que 1 sur x et plus grand que x sur 3. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est celui-là, parce que x sur 3, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ce machin-là tendant vers plus l'infini, d'après cette propriété-là, je sais que la limite, c'est plus l'infini. Pour le suivant, bon, c'est le même principe. Alors, je repars de mon inégalité qui est ici. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, il faut rajouter quelques éléments quand même. J'ai cosinus x qui est compris entre moins 1 et 1, donc x plus cosinus x qui va être compris entre x moins 1 et x plus 1. Et puis, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de x plus cosinus x divisé par 2 moins cosinus x? Eh bien, en particulier, je vais pouvoir dire que c'est... J'aurais pas dû mettre mon machin là. Hop. Ça, c'est plus grand que x. X plus 1 sur 3. Je vais le mettre comme ça. Bon, x plus 1 sur 3, encore une fois, ça tend... alors attention... Là, je veux la limite en moins l'infini. Bon, quelle est la limite de ça en moins l'infini? Attendez voir, j'ai pas mis dans le bon sens. Hop. C'est pas dans le bon sens ici. Tac. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, mon machin qui est là, ça tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini. Donc lui qui est plus petit, forcément, il tend vers moins l'infini. Allez, dernier résultat qu'on va voir pour le moment, c'est ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Alors ici, on a comparé 2 fonctions. On avait une plus petite, une plus grande, et puis si on avait le plus petit qui tendait vers plus l'infini, le plus grand aussi, et puis si le plus grand, tendait vers moins l'infini, le plus petit aussi. Le théorème des gendarmes, je vais cette fois comparer 3 fonctions. Donc je prends f, g et h, 3 fonctions, telles que, disons, f de x est plus petit que g de x, qui est plus petit que h de x. Donc g de x est compris, est coincé entre f de x et h de x. Que nous dit le théorème des gendarmes? Il nous dit que si f et h ont la même limite, la même, et bien dans ce cas-là, g a aussi la même limite. Alors là, je vous l'ai écrit en version lorsque x tend vers plus l'infini, mais encore une fois, c'est pareil, si on regarde en moins l'infini, en un nombre, peu importe. Remarquez pourquoi est-ce qu'on appelle ça le théorème des gendarmes. Si vous voyez un petit peu dans les vieux films, vous avez le criminel qui est encadré par les 2 gendarmes, éventuellement même menotté de chaque côté par les gendarmes, chacun des gendarmes allant direction la prison, le criminel qui est au milieu, il n'a pas le choix, il faut qu'il aille aussi en prison. Donc c'est vraiment cette idée-là, les 2 qui encadrent, ils vont à un endroit, celui qui est au milieu, il n'a pas le choix, il y va aussi. Bon, allons-y, un petit exemple classique, c'est souvent utile lorsqu'on a des sinus, des cosinus. Alors, sinus de 3x sur x carré, je cherche donc la limite. Alors, on sait que sinus de 3x, ça n'a pas de limite.
ça va osciller entre moins 1 et 1, avec toutes les valeurs hein, entre les deux. Bon, bah allons-y. Alors ce qu'on peut dire, c'est que sinus de 3x, bah, justement, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, comme x, alors x est positif, mais surtout x carré, hein, et alors il est différent de 0, il est strictement positif. Allez, je vais mettre x carré strictement positif. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que forcément, moins 1 sur x carré, c'est plus petit que sinus de 3x sur x carré. Et ça, c'est plus petit que 1 sur x carré. Maintenant, mes deux fonctions, alors, moins 1 sur x carré, ça a pour limite 0, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors 0 moins, hein, puisqu'on va avoir des valeurs négatives. Moins 1 sur x carré, eh bien, sa limite, ça va être 0, lorsque x tend vers plus l'infini. Cette fois, ça va être 0 plus, hein, je peux préciser, puisque les valeurs vont être positives. Mais il n'empêche que bah, je tends vers 0 et je tends vers 0. Bah, lui qui est coincé entre les deux, il n'a pas le choix. Il va être obligé de tendre vers 0 aussi. D'accord ? Ça, c'est le théorème des gendarmes qui me permet de l'affirmer. Bon, je l'ai dit, hein, mais bien évidemment, je vous ai écrit les choses pour plus l'infini, c'est pareil en moins l'infini, c'est pareil en A, hein, c'est le même principe, je vais avoir les mêmes résultats, les mêmes théorèmes. Voilà, donc on a quelques éléments hein, supplémentaires, hein, encore une fois, pour faire des limites. On verra, par exemple, lorsqu'on fera les fonctions logarithmes et les fonctions exponentielles, qu'on a ce qu'on appelle les théorèmes de croissance comparée. On a d'autres méthodes hein, aussi pour lever des formes indéterminées, par exemple. Donc on peut aller sur... alors utiliser par exemple de la dérivation, on verra ça dans une vidéo un petit peu plus tard. On peut utiliser ce qu'on appelle des développements limités. Donc on a hein, d'autres outils pour pouvoir faire des calculs de limites. On en verra certains, on ne verra même pas tout. Mais bon, on a vu la base.